Bienvenue dans mon univers sonore 360 degrés, le podcast de tous les possibles. Je suis Manon Ravel Saladini, votre hôtesse, coach, consultante et fondatrice de l'art de vivre. Je vous propose de cultiver ensemble ouverture de cœur, d'esprit et de conscience pour rayonner à 360 degrés. C'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour Kaina et bienvenue dans le podcast 360 degrés. Je suis ravie de t'accueillir. En plus, tu m'accueilles dans ton cocon aujourd'hui, très intimiste dans l'esprit du podcast, pour faire cet épisode. Et voilà, je suis vraiment ravie que tu aies accepté l'invitation. Alors nous, on s'est rencontrés online sur Instagram. C'est toi qui m'as contacté via mon message privé pour me proposer de rejoindre ton univers pour la création de ton podcast. Donc on a fait un épisode ensemble sur le flow et et le minimalisme exactement. Et donc tu as un podcast Les Favoris de l'univers et tu es aussi coach, business coach. Ouais. En dehors des sentiers battus, hors du mainstream, on peut dire ça comme ça. Voilà, je te laisse compléter avec ta fréquence, ton énergie. Okay. Merci beaucoup déjà de m'accueillir sur ton podcast et d'être venue jusqu'ici. Moi, je suis Kaina, du coup, je suis mindset et business coach et mentor, du coup. Ça fait 3 ans que je suis là-dedans. J'ai commencé sur le marché anglophone, du coup, il y a 3 ans. Et il y a maintenant 2 mois, donc ça dépend quand les gens écouteront ça, mais il y a quelques mois, du coup, je me suis enfin décidée à aller sur le marché francophone et du coup, par le biais, créer mon podcast et du coup, beaucoup plus connecter avec des personnes. J'ai des personnes qui étaient vraiment hors du temps, un petit peu, dans ce truc un peu hors norme, un peu hors du mainstream. Et du coup, on a connecté comme ça. Et sinon, moi, j'aide les mentors, les coachs, les personnes en fait qui sont tout simplement pionnières, les leaders, celles qui veulent vraiment en fait pouvoir aller au-delà en fait de leurs limites, pouvoir scaler leur business, mais aussi mentalement en fait le faire d'une base et d'une fréquence qui leur fait du bien finalement, parce que ça sert à rien d'être successful, d'avoir du succès si c'est pour finalement être tout le temps dans le hustle, dans la galère, dans le dur et dans le c'est pas facile. Et donc du coup c'est un peu ça mon monde. Et puis j'ai du coup sorti le podcast. J'ai eu une expérience assez sympatoche, assez différente, mais surtout qui m'a beaucoup aidé finalement, que ce soit pendant mes 3 ans, que ce soit aussi par rapport à ma dépression, etc., qu'on va sûrement en parler, par rapport au changement de perspective. C'est vraiment les changements de perspective, c'est vraiment, je suis la reine de ça, donc j'ai très très hâte qu'on parle de tout ça. Oui, alors effectivement, je pense que ça va être l'épisode va être un petit peu placé sous les signes des perceptions. On va aller vraiment en profondeur sur ces thématiques-là. Effectivement, tu partageais dans ton podcast ton histoire et voilà, je la trouve très inspirante. Et justement, toutes les deux, on a vraiment connecté sur cette idée de comment on peut vraiment shifter une perception, comment on peut vraiment finalement en un claquement de doigts presque, même si tout ne shifte pas comme ça. Parfois, on pourrait avoir la croyance en fait que tout prend du temps. Et en fait, des fois, il y a certaines choses qui prennent du temps et d'autres qui peuvent être spontanément en fait recalibrées et pour créer une nouvelle réalité. Et c'est un peu un concept du champ quantique. Comment on se branche aussi à d'autres possibilités. Ouais, est-ce que tu peux nous parler de toi, comment t'as fait pour te connecter justement à ce champ des possibles dans ton histoire personnelle, peut-être même avec tes clientes, et comment en fait tu vas chercher ce shift en fait de perception pour créer une réalité totalement différente. La première fois, je pense que j'ai vraiment eu une perception qui a changé du jour au lendemain et qui a changé en un clic. Ça a été du coup quand j'étais à l'hôpital pour dépression du coup. C'était la 2e fois que j'allais dans un hôpital, donc j'avais fait 1 mois avant qui s'était très mal passé, où j'ai fini pire en fait de quand je suis arrivée. Et donc la 2e fois que j'ai été dans un hôpital, cette fois-ci j'avais une toute autre approche, c'est-à-dire que je voulais pas faire copain avec les gens, je voulais vraiment être seule en fait, et j'avais pas forcément envie de parler avec qui que ce soit ni rien. J'étais vraiment à ce moment-là dans une pensée que je ne vais pas guérir, je resterai toujours avec la dépression,
je suis malheureuse, j'ai mal partout, mon corps me fait mal parce que j'ai mal à l'âme. Vraiment, j'étais partie dans un truc de j'ai aucun avenir, je vais rester toute ma vie comme ça et pas forcément envie de me réveiller le lendemain, quoi. Et en fait, j'avais des pauses clopes. J'étais la seule à fumer à ce moment-là, dans cet hôpital-là, et donc du coup, j'étais accompagnée en général d'un infirmier pour du coup qui surveille ou quoi que ce soit, enfin bref. Et à ce moment-là, donc sachant que il faut se remémorer que étant donné que je suis sous dépression, je suis sous gros antidépresseurs, gros anxiolytiques, et donc il y a beaucoup de choses de ma mémoire qui ont été effacées, tout simplement parce que forcément c'est quand même assez dans les vastes à l'ouest la plupart du temps. Mais je me souviens être sortie du coup pour aller fumer ma clope, c'était à l'arrière de l'hôpital du coup, sur les escaliers, et je me rappelle du coup parler avec un infirmier. Je ne me rappelle pas de la conversation, mais je me rappelle de me sentir comme s'il y avait du renouveau, comme s'il y avait un truc, quelqu'un croyait en moi et que en fait, en effet, je gâchais un peu mon potentiel et que j'avais un potentiel qui était quelque part, mais que j'arrivais pas à le trouver et que je pouvais guérir. Et cette conversation-là, dont je me rappelle pas, elle a tellement changé les choses. J'ai fait une lettre à ma mère et à ma psychiatre à ce moment-là. Je ne me rappelle pas non plus ce que j'ai mis dans la lettre, voilà, pour changer. Mais je me souviens juste être sortie en fait de l'hôpital quelques jours après avec une toute autre vision de finalement ma vie, qu'est-ce qui allait se passer, qu'est-ce que j'ai envie, et avec cette vision de en fait je peux guérir, j'ai envie de guérir et j'ai envie en fait de voir les choses différemment. Et à ce moment-là, en plus j'ai commencé à écouter la musique positive de Matthew Stone. Et je l'écoutais en boucle, en boucle, en boucle. Et en fait, j'ai commencé à me dire, en fait, c'est pas une question de juste voir ce que je veux voir, c'est une question de me poser la question de comment est-ce que je peux changer, en fait, ma perception des choses. C'est-à-dire qu'au lieu de voir, je sais plus c'est quoi l'expression exacte, mais c'est genre voir les choses avec le verre moitié plein, ou à moitié vide. Je sais plus c'est lequel il faut prendre. Mais en gros, à chaque fois qu'il y avait une situation qui allait pas ou quelque chose que je ressentais que j'aimais pas, je me posais la question de comment est-ce que je peux le voir différemment, d'une manière qui va plus m'aider. Et donc, j'ai commencé à faire ça petit à petit et j'ai commencé avec mes mots. Je me suis dit, ok, c'est quoi mon langage aujourd'hui que j'utilisais? Et je voyais que j'utilisais beaucoup de langage qui était assez... J'utilise plus trop maintenant aujourd'hui positif et négatif, mais pour les personnes en général, ils arrivent à capter une émotion positive, une émotion négative ou des mots positifs ou négatifs. Donc je vais garder les termes juste pour la compréhension des gens. Mais voilà, j'avais beaucoup de mots négatifs, le langage négatif, j'étais très très négative dans ma manière de penser. Et donc à chaque fois, je me suis dit d'abord il faut être conscient de ça, et une fois que je serai consciente de ça, je pourrai les changer. Et donc à chaque fois que je devenais consciente, j'étais en mode, ok, là, je suis en train de penser de cette manière, ça m'aide pas et ça me fait chier plus qu'autre chose. J'espère qu'on peut dire des gros mots sur ton podcast. Ça m'énerve, si vous voulez. C'est ton épisode, donc voilà. c'est ok. Voilà. Désolée, écoutez pas trop avec des enfants, mais ça va. Voilà, Hein. je t'accueille tel que tu es. Je suis quand même assez chill sur les gros mots, ça va. Et du coup, bon, ça m'allait pas. J'étais en mode, si je veux que ça change, je vais commencer à voir les choses différemment, etc. Et donc ça a commencé par mon langage, qui a ensuite fait que j'ai changé en fait la manière de voir les choses. Du coup, j'ai arrêté les médicaments, un peu du jour au lendemain, ce qui n'est pas prescrit. Encore, ne faites pas ça, c'est très dangereux. Mais en fait, j'étais en mode, si j'arrive pas à penser, je peux pas en fait être consciente de mes pensées. Et donc du coup, j'ai commencé à un peu comme ça faire les choses de cette manière. Et c'est ce que je racontais dans mon podcast. Le jour où en fait je me suis rendu compte que ça avait fonctionné, c'était le jour où je me suis fait voler mon téléphone. En gros, j'étais dans le métro, je rentrais du coup de l'école ou je sais pas quoi, et je sens une main qui va dans mes poches. En général, je suis parisienne, j'ai l'habitude de faire attention à mes poches et à mon téléphone. Mais là, je sens du coup une main qui va dans mes poches, je prends cette main et je vois quelqu'un qui est en train de voler mon téléphone. Et en fait, dans ma tête, je me dis, est-ce que j'ai vraiment envie de m'attarder à ça aujourd'hui ou est-ce que je préfère lâcher prise? Et j'ai lâché prise, le mec est parti, mon téléphone est parti, et sur le moment, j'étais en mode, j'ai eu aucune réaction, j'ai pas été triste, j'ai pas été, tu vois, j'étais juste en mode, c'est pas grave. Genre, j'ai pas envie de m'attarder dessus, ce qui est fait, je vais pas le changer de toute façon, et puis je vais pas aller le courser, je vais pas aller me prendre la tête sur un truc qui est un téléphone, ça se rachète,
Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, tout le monde à côté de moi était en mode, mais t'es folle, moi je serais grave saoulée à ta place, etc. De toute façon, c'est arrivé, donc voilà. Et c'est à ce moment-là que je me suis vraiment rendu compte que on pouvait, en changeant un langage, en changeant une perception, en fait, pouvoir finalement changer la vision du monde et donc la vision qu'on a de guérir, d'aller mieux, etc. Et c'est après, du coup, plus tard, que j'ai découvert, du coup, le monde du développement personnel et que j'ai compris comment est-ce que ça fonctionnait, que je me suis grave intéressée, du coup, au cerveau et que je me suis dit, en fait, ok, bah, je comprends, en fait, pourquoi est-ce que j'ai réussi à guérir, finalement, avec le temps, simplement parce que j'ai appris à mon cerveau, en fait, à guérir. J'ai appris à mon cerveau à voir les choses à chaque fois différemment et à tout le temps changer de perspective. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour qu'en fait, il y ait plus ce truc de limitation. Avant, j'étais très limitée sur mes pensées, sur mon langage, sur qui j'étais, sur ce que je voulais, sur ma vision. Et donc, du coup, ça me laissait un peu dans une dépression parce que finalement, nos pensées, elles créent des émotions. Les émotions, bah, ça crée des hormones. Et donc, j'avais que des hormones qui étaient assez négatives, tu vois. Ouais. Et donc, ça a été des choses comme ça où j'ai changé ma perception à la dépression, au lieu de voir ça comme un fléau, voir ça comme quelque chose qui est pareil, quelque chose qui a pu vraiment changer ma vie. Sans ma dépression, j'aurais jamais pu en fait découvrir qu'est-ce qu'était la guérison, qu'est-ce qu'était la résilience. J'aurais pas eu cette conversation qui a changé ma vie avec cet infirmier. Enfin, voilà, aujourd'hui, j'ai une très bonne relation à ma dépression et j'ai du coup une très bonne relation à la tristesse aussi et aux choses qui sont vues comme négatives. Et donc toutes ces choses-là finalement ont fait que aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a un truc qui va pas, ma perception, j'arrive à la changer parce que j'ai fait beaucoup ce travail-là. Et donc ça passe par la pensée, ça passe par la conscience en fait des choses. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est quoi ma vision de percevoir les choses. Et quand il y a un truc que j'aime pas, quand il y a un truc qui me va pas, au lieu de me dire ah ça me va pas, ça me saoule, je sais pas quoi, je vais être en mode ok mais c'est quoi ma perception finalement que j'ai à ça. Et donc par exemple pour le business, ça a été pour moi l'échec c'était quelque chose qui était impossible. Je ne veux pas d'échec, ça me fait chier, je comprends pas pourquoi ça existe. C'est quelque chose que j'aime pas, je m'y mets à fond, je fais tout et pourtant j'y arrive pas et c'est un échec et c'est pas bien et ça veut dire que je suis pas une bonne personne, que je suis pas une bonne coach, que je suis pas une bonne ci, que je suis pas une bonne ça. Et en fait, ça a été pareil, je me suis dit écoute, ça fait un moment que t'en as marre de l'échec, etc. Mais finalement, c'est quoi ta vision à l'échec? Parce que si ça arrive encore et encore et encore, c'est parce que tu as une certaine perspective par rapport à l'échec qui en fait t'empêche de pouvoir aller au-delà de l'échec et de voir ça différemment. Et je me suis dit ok, bah, ma perception à l'échec, honnêtement, elle m'aide pas parce qu'en fait, elle me met plus bactère à chaque fois. Je me dis ok, quelle est la perception que tu aimerais avoir par rapport à l'échec? Je me suis dit la perception que j'aimerais avoir à l'échec, c'est juste une leçon, c'est quelque chose où j'apprends des choses de fou et du coup en fait ça me permet d'aller vers les résultats, vers la réussite parce que sans ça en fait je saurais pas ce que j'aime pas faire, ce qui marche pas, etc. Et donc du coup j'ai commencé pareil, changer ma perception par rapport à l'échec, par rapport à la réussite ne me définit pas. Et donc en fait en faisant ça avec tous les aspects de ta vie, les aspects de ton business, ben en fait tu te rends compte qu'il y a un monde qui existe, qui est tellement beaucoup plus ouvert, beaucoup plus grand, beaucoup plus abondant finalement, et énergétiquement, tout change aussi, tu vois. Parce que c'est plus une question d'être high vibe, tu vois. C'est pas une question d'être tout le temps positif, d'où le fait qu'aujourd'hui, je vois plus les choses comme ou positives ou négatives. Je vois juste les choses comme c'est une polarité. Tout est polaire dans la vie. Il faut bien, en fait, de la tristesse pour avoir du bonheur. On ne saurait pas ce que le bonheur est si on n'avait pas de la tristesse, tu vois. Et donc, finalement, quand tu vois les choses comme ça aussi, les choses deviennent beaucoup plus neutres. Parce que tu prends plus aussi personnellement et le fait que ça fonctionne pas, c'est pas bien, tu vois, il y a plus ce truc de notion de bien ou mal, il y a plus une notion de ça m'aide pas en fait, et si ça m'aide pas, c'est qu'il y a un changement de perception. Donc je suis un peu devenue la reine des changements de perception avec mes clientes, c'est un truc que je kiffe faire, j'adore faire ça à chaque fois qu'il y a une certaine perception qu'on voit où justement ça les empêche d'aller plus loin. Bah en fait c'est là où avec une seule phrase, un seul changement de perception, tout change. Et donc, je sais que les premières fois que c'est arrivé avec mes clientes, c'était par exemple, j'avais une de mes clientes qui voulait travailler avec des mamans. Mais elle était en mode, moi je travaille avec des mamans, mais les mamans elles achètent pas, les mamans elles investissent pas. Parce qu'elles sont occupées, et puis en plus elles ont pas le temps, et puis ci et puis ça. Sachant qu'elle-même est mère.
Tu vois, en général, c'est souvent ça, tu vois. Tu vas te dire, oui, mais regarde, moi, j'étais comme ça un petit peu avec la francophonie. J'étais en mode, bah, la francophonie, ils sont pas encore super axés sur le coaching. Ils sont pas, tu vois, ils ont encore un peu de mal avec l'investissement, avec tout ça. Je me suis dit, mais regarde-toi dans le miroir, t'es française, ma belle, hein. Si t'existes, si on a une, c'est qu'il y en a d'autres. Il y en a 30 000 en fait qui existent, tu vois. Je veux bien être unique, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui doivent avoir les mêmes pensées que moi. Et donc j'ai un peu fait la même chose avec cette cliente-là où je lui ai dit mais regarde-toi dans un miroir, ma belle, parce que tu es littéralement mère en fait. Et quand tu changes ta perception, tu trouves en fait des preuves dans les choses que tu ne voyais pas. Ça te crée des opportunités parce que du coup, ça ouvre ton cortex, ça ouvre en fait les choses que ton cerveau était en mode, bah non, moi je les vois pas. C'est un peu comme on dit tout simplement, tu dis voiture rouge. Je sais pas si t'as fait ce jeu quand tu étais plus jeune, voiture rouge, tout d'un coup, t'as 30 000 voitures rouges que tu vois et tu vas pouvoir les compter sur 30 000 mains. Mais avant ça, tu les as même pas captées. Mais ça veut pas dire qu'il y a eu 30 000 voitures rouges qui ont pop-up de ta vision ou de ta vie. C'est juste, en fait, ton cerveau, il est fait pour vraiment regarder ce qui est important pour toi et vraiment prendre les informations, les digérer et voir, OK, ce que je veux, ce que je veux pas, ce que je mets dans ton subconscient, ce que je garde dans ton conscient, comment est-ce que je le mets, c'est quoi les pensées qui vont avec, c'est quoi les émotions que je dois envoyer, etc. Enfin, toutes ces choses-là qui font que quand tu changes à chaque fois une perception, en fait, ta vision s'élargit énormément. Et du coup, quand on a changé cette perception par rapport à sa cliente idéale, en fait, à chaque fois, elle est passée de trouver et d'attirer beaucoup de personnes, beaucoup de mamans qui justement ne pouvaient pas investir, n'avaient pas le temps, à en fait pouvoir attirer des mamans qui étaient en mode, mais moi, en fait, je suis hyper excitée de travailler avec toi, je vais prendre le temps, je vais trouver le temps, etc. Enfin, tu trouveras toujours des gens qui trouveront des excuses parce que justement, ils sont pas encore ce changement de perspective. Mais en même temps, c'est un peu un miroir parce que toi, tu trouves des excuses aux gens en disant oui, mais regarde, vu que c'est une maman, elle peut pas investir. Et c'est ça finalement qui fait que dans le business, dans la vie en général, on se limite énormément parce on a gardé la perception qu'on avait quand on était enfant ou que la société nous a donné, ou même quand on est entrepreneur, quand on commence, t'as l'impression que tu dois travailler hyper dur, que tu dois faire beaucoup de choses et que c'est quelque chose qui est overwhelming et puis si les gens ils achètent pas et finalement cette perception elle bouge jamais. Oui, tu vois, c'est marrant l'exemple que tu donnes avec les mamans de ta cliente. Moi, je crois que j'ai jamais autant investi l'année où j'ai accouché. J'ai investi dans un mastermind international. J'étais même, je prenais l'école. Alors que j'avais des contractions, j'étais dans la baignoire de l'hôpital, enfin de la clinique, et je prenais j'avais mis le live avec l'oreillette. Elle est commitée, donc. Jusqu'à la fin, elle regarde. C'est ça. Ah ouais, engagée, tu vois. Non, mais comme quoi, tu vois. C'est marrant l'exemple que tu donnes de ta cliente qui dit, ah non, les mamans font pas ça. Mais en fait, moi aussi, tu vois, j'étais l'exemple parfait de, oui, j'ai investi cette année-là. Et même après, tu vois, quand j'allaitais, tout ça, je continuais à regarder les lives, etc. J'avais pas forcément de temps, mais je l'ai pris, tu vois. Je me réveillais des fois même à 3 heures du matin pour prendre les lives, etc. Alors que j'avais un nouveau-né, tu vois. Donc, comme quoi, oui, tout existe. C'est juste, en fait, comment, l'histoire que tu te racontes et comment tu attires à toi, finalement, tes propres croyances, en fait. Si tu crois que c'est la réalité, bah, tu vas attirer que des gens qui correspondent à ça. Parce qu'en fait, c'est hyper intéressant ce que tu disais tout à l'heure parce que le cerveau, en fait, va tout le temps, par exemple, si tu as une croyance, voilà, donc si on prend celle de ta cliente, mais peu importe, hein, ça peut être n'importe quelle croyance, ton cerveau va passer tout son temps à vouloir prouver ta croyance. Donc en fait, si tu as une bonne croyance, bah tant mieux, du coup tu ne vas que prouver cette croyance aidante, mais si tu as une croyance limitante qui t'enferme dans quelque chose, bah, en fait, tu vas n'attirer que des situations de vie où ça va te prouver que t'as raison, ouais. Voilà, que du coup ta croyance a raison et donc tu vas t'enfermer dans un schéma, voilà. Et voilà, je voulais rebondir aussi sur ce que tu disais parce que merci déjà pour ce partage, je trouve qu'il est très puissant. Donc merci de le faire parce que ça demande quand même une certaine, comme tu dis, voilà, d'être à l'aise aussi avec toute cette histoire et donc vraiment merci pour ça. Ça me touche et en fait oui, dans ce que tu partages, j'ai la sensation qu'il y a plusieurs steps, tu vois, enfin il y a plusieurs ingrédients dans la recette entre guillemets pour changer ces perceptions. Il y a eu à la fois toi qui as dû mettre de la conscience, tu parlais de conscience tout à l'heure sur
changer tes habitudes, en fait, ta façon de penser, ta façon de voir les choses. Donc, il y a déjà ça. Mais aussi, tout à l'heure, quand tu parlais tu disais que tu étais allée 2 fois à l'hôpital, que la première fois, tu avais été en lien avec les autres personnes sur place, et que la deuxième fois, tu avais pris de la distance. J'ai l'impression aussi que ce qui peut être vraiment déterminant, en tout cas dans ton cas, mais je pense que ça peut être universel, c'est vraiment aussi l'environnement. En fait, s'entourer des bonnes personnes, des personnes soutenantes. Et c'est vrai que effectivement, ta stratégie peut-être la deuxième fois de pas forcément, tu vois, ça aurait pu te maintenir dans une spirale descendante que de nouer des liens entre guillemets avec des personnes qui nourrissent les mêmes pensées. Enfin, disons que c'est tellement plus difficile. C'est déjà difficile de changer ses propres pensées, mais si en plus tu baignes entre guillemets dans un cercle où toutes les autres personnes autour de toi ont ces mêmes pensées, en fait, c'est impossible, tu peux pas sortir de la matrice. Et là, j'ai l'impression que ce que tu as fait, t'es vraiment sorti de la matrice. Voilà, donc j'avais envie de te dire ça. Et prochaine question, c'est vraiment, tout à l'heure, tu disais que, voilà, en parlant de ces perceptions, qu'on pouvait aussi, voilà, s'enfermer dans des schémas. Et notamment, toi, je sais que, voilà, t'as grâce à cette expérience personnelle découvert l'univers du coaching. Et donc aujourd'hui t'es coach grâce à ça. Et je sais que tu as découvert, t'as coaché très jeune en fait. Et donc par rapport à ça, alors déjà, on va dire sur le marché anglo-saxon, c'est peut-être un peu plus open là-dessus, mais en France, il y a vachement cette hiérarchie en fait de l'âge est très important, donc t'as pas un certain âge, t'as pas la légitimité, t'as pas l'expérience entre guillemets suffisante. Et toi, comment t'as réussi aussi à shifter ça? Parce que tu as été coach, je sais pas à quel âge, 23 ans? 19, 20 ans. Ouais, incroyable. Donc, comment tu as réussi à appuyer, à changer cette perception et à te sentir légitime à la fois vis-à-vis de toi, mais aussi que les autres, du coup, en miroir, te trouvent légitime dans ce rôle? Ça me fait rire parce qu'il y a quelques jours, j'étais sur Threads, là, et il y a eu un Threads d'une personne qui demandait quelles sont les choses chez les entrepreneurs qui vous énervent ou un truc comme ça, ou je sais plus quoi. Et t'avais une personne en dessous qui a dit les coachs et mentors qui se disent experts et mentors alors qu'ils ont 22 ans. Ça m'a fait rire parce que moi j'ai 22 ans. Et quand j'ai commencé du coup, j'en avais entre 19 et 20. Ma famille était du même avis. Déjà, il faut savoir que quand j'avais du coup 16-17 ans, à peu près après ma dépression, je crois que c'était genre 1 an après ou je sais plus quand, j'ai découvert un livre qui s'appelle Ta vie, ta deuxième vie commence lorsque tu te rends compte que t'en as eu. J'ai lu aussi, extraordinaire. Voilà. Il est life changing. Tu vois. Et là-dedans, il y a une coach, etc. Et du coup, vers 17 ans, je crois que c'était genre 17-18 ans, peut-être pendant l'année du bac, je dis à ma mère, ok, je sais ce que je veux faire, je veux être coach. Ma mère qui me regarde, elle me dit mais Kaina, c'est pas un vrai métier, ça n'existe pas. En plus c'était en genre 2017, 2018 ou je sais plus, donc coaching c'était encore moins connu que là quoi. Elle m'a dit en plus il y a rien, il y a pas de certification avec l'État, il y a pas de diplôme de l'État, etc. Maintenant si. Mais ma mère en plus c'est religieuse du travail, c'est un truc très important pour elle, les études, le diplôme, avoir un CDI, un truc sécurité, je sais pas quoi. Et du coup, elle m'a dit, c'est mort, tu vas pas faire ça, etc. Moi, j'ai pas trop le choix non plus. Donc, je me dis, ok, c'est pas grave, elle a peut-être dit, je vais faire des études de communication, pas trop ce que je veux faire, mais la com, je suis forte à ça, y a pas de souci. Vas-y, je vais dans une école de commerce. Je me suis ennuyée. Alors, déjà que j'aime pas trop l'école, mais alors là, l'école de commerce, j'ai vraiment pas kiffé du tout. Covid, en plus, ça arrive. Cette année-là, je me rends compte que j'ai envie d'être freelance, parce que ça faisait un moment, de toute façon, que je voulais être freelance. Et je rencontre des entrepreneurs qui sont dans la même école que moi, du coup dans cette école de commerce-là, et je commence du coup à être leur social media manager. Et après je me dis ok, ça c'est un truc que je kiffe bien, je vais me mettre à mon compte, je vais vraiment m'inscrire à l'URSSAF, etc. Du coup je commence à avoir des clients assez rapidement, etc. Pareil en général, j'étais un peu en mode en plus j'ai l'école, donc je sais pas trop comment ça va se passer. En général, social media manager, si tu regardes sur les fiches de poste, tu vois qu'il faut avoir bac+3, bac+5. Moi, j'étais pendant ma première année de bac+1. Mais je me suis dit, vas-y, je veux pas me limiter et je vais quand même aller chercher des clients, etc. Et pareil, je les ai trouvés super rapidement. C'est pareil, des clients en général qui étaient beaucoup plus âgés que moi, qui avaient déjà une entreprise, qui avaient déjà construit quelque chose. Moi, c'est tout nouveau, le social media management en plus. Mais j'étais en mode, je sais ce que je fais, j'aime ce que je fais, et puis dans tous les cas, je me forme à chaque fois, et tout, et donc ça s'est très bien passé. 1 an après,
je vais dans une école de communication cette fois-ci, parce que je me dis, l'école de commerce, c'est là pour moi, mais par contre, l'école de communication, pourquoi pas? Parce qu'à la base, je voulais faire de la psycho. Mais la psycho, c'était fermé à ce moment-là. Et puis pareil, ma grand-mère et ma mère, elles sont en mode, non mais c'est un truc bouché, je sais pas quoi, nanana, et toujours un truc à dire sur ce que je veux faire. Donc vas-y, je suis en mode, bon, bah de toute façon, j'ai raté les inscriptions, donc j'ai fait une école de communication. Pareil, je fais 1 an, je me fais chier. Et je me rends compte que en fait, il y a une formation de Vanessa Lowe, du coup, qui a été ma première mentor, sur du coup Instagram, etc. Comment grandir sur Instagram. À ce moment-là, j'avais un blog, donc je voulais grandir sur Instagram, et j'étais social media manager, donc je voulais aider mes clients à le faire aussi. Et en fait, c'était un truc sur les coachings, enfin pour les coachs du coup. Et du coup, j'ai redécouvert le coaching à travers ça et tout et tout. Et au début, j'étais en mode genre illumination, c'est revenu à moi. Et j'étais en mode, mais je veux être coach. Je veux toujours faire ça. Je veux être coach, tu vois. Et à ce moment-là, je me rappelais pas en plus que je voulais être coach quand j'étais plus jeune, tu vois. Donc en fait, ça a juste été une illumination en mode, ah putain, ça a l'air trop cool le coaching et tout. Franchement, ça me tente. Et donc je commence à faire de l'Instagram coaching et tout. Finalement, je me rends compte que, pareil, je me fais un peu chier. Donc en fait, je me rends compte que j'aime beaucoup parler du mindset avec mes clientes, tu vois. Et que quand on parle d'Instagram et comment justement grandir sur Insta ou faire des posts et tout, moi ce qui m'intéressait le plus, c'est comment est-ce qu'elles peuvent en fait être constantes, mais surtout à travers leur énergie, qu'elles kiffent en fait poster sur Instagram, parce que lorsque tu kiffes poster sur Instagram, bah t'as plus forcément ce truc là de ça me fait chier de poster. Non, tu kiffes. Et donc c'est là où je me suis dit ok, je vais être mindset coach et tout et tout. Je prends des formations, je me forme énormément sur du coup le business aussi. Je commence à grandir mon business et du coup j'ai une opportunité de travailler avec Brandon Bouchard et son équipe qui m'appellent et qui me disent bah écoute, on t'a vu dans une de nos formations, on est grave intéressé par ton profil, est-ce que tu voudrais travailler avec nous? Et donc à ce moment-là, c'était Noël et il y avait mon oncle, enfin ma famille qui venait, etc. Du Canada et du coup ma famille qui est de France. Et je me rappelle du coup leur dire bah écoutez les gars, je suis coach. C'est mon nouveau métier, c'est ce que je fais, etc. Et puis les premières réactions, c'était ma grand-mère, je me rappelle, elle m'a dit mais pour qui tu te prends, t'arrives pas à t'aider toi-même et pourtant tu veux aider les autres. En mode, bah, je suis quand même sortie de la dépression, comment ça, je comprends pas trop. Enfin bon, d'accord. Si elle me dit oui, t'es super jeune, enfin qu'est-ce que tu vas apprendre aux gens qui sont beaucoup plus âgés que toi. C'est pareil, du coup on n'arrêtait pas pendant tous les vacances d'hiver du coup, enfin les vacances de Noël, je me suis fait plein de réflexions par rapport à mon âge. Mais t'es super jeune, etc. Et puis moi, du coup, en plus, j'avais pas beaucoup de confiance en ce que je faisais à ce moment-là parce que je commençais. Et en plus, j'étais en mode, bah, c'est vrai que je suis jeune, je sais pas comment je vais faire et tout. Et donc, du coup, à ce moment-là, j'en parle avec ma coach. Je lui dis, ben, ouais, j'ai quand même genre 19 ans. Ou à ce moment-là, je crois que j'avais 19 ou 20 ans, je sais plus. Un truc comme ça. J'ai 19 ans, qui va vouloir travailler avec une gamine de 19 ans, tu vois, un peu, je t'avoue, je sais pas comment je vais faire et tout. Puis ma coach, elle me regarde et elle me dit, mais, enfin, tu t'es regardé ou, enfin, il y a des personnes qui sont 3 fois plus âgées que toi et qui ont pas ta maturité, qui ont pas ton expérience, qui ont pas, en fait, ton vécu. Et puis tu te formes, tu fais tes propres expériences et tout. Donc, en fait, ça n'a rien à voir avec l'âge. T'as une personne qui peut avoir 50 ans et qui littéralement, genre, elle vient de commencer le business et elle connaît pas grand chose par rapport à ce que toi tu connais, tu vois. Ou même, elle a pas la même expérience que toi de vie. Elle a pas les mêmes pensées que toi, elle a pas la même manière de changer ta perception comme toi tu l'as, ou la résilience, ou peu importe. En fait, il y a toujours des choses que tu peux apprendre aux gens sans que tu sois plus âgé qu'eux, tu vois. T'as bien des personnes qui ont la cinquantaine et qui travaillent avec des gens qui ont la trentaine. On leur dit pas oh purée, t'es plus jeune que moi, t'as rien à m'apprendre. Et je me suis dit ok, bah je veux changer ma perception par rapport à mon âge et je veux justement prouver aux gens que même si je suis super jeune, eh ben je vais encore plus tuer ça que peu importe qui. Et ma première cliente, elle avait 35 ans. Donc j'ai trop kiffé, etc. On a travaillé ensemble et tout. Ma deuxième cliente avait 52 ans. 3 enfants, ses enfants avaient mon âge, etc. Donc déjà on est passé quand même d'un level où on a quand même 30 ans d'écart, quoi. Donc je me suis dit la vache, c'est vrai qu'on a vachement d'écart et tout. Mais en fait, j'avais tellement de fire
j'étais tellement dans mon univers, dans mon game, qu'en fait, l'âge, c'est vite parti, tu vois. C'est vite parti de mes pensées parce que j'étais en mode, moi, je vais juste prendre action et je vais juste me prouver, en fait, que les gens ont tort, mais surtout que moi, j'avais tort de penser ça. C'est ça. Et finalement. Oui, parce que finalement, ils te renvoyaient ta croyance à toi. Exactement. Et j'ai jamais reçu autant justement, de méchanceté ou de commentaires par rapport à mon âge que quand justement, j'avais pas confiance au fait que j'étais une coach qui était jeune, une meuf dans le business qui était jeune, et que, en gros, les gens allaient pas me prendre au sérieux ou je sais pas quoi. Et finalement, ça s'est super bien passé. Mes clientes savaient mon âge et elles étaient en mode, bah écoute, genre, je trouve ça hyper cool d'avoir une cliente une coach du coup qui est super jeune. T'es grave innovatrice dans tes pensées, dans ce qu'on fait. On a fait un mastermind du coup de 6 mois. Elles ont eu des résultats de fou. On a eu une relation comme ça. Enfin, on a vraiment créé un lien de fou parce que c'était mes premières clientes aussi. Donc elles ont évolué avec moi. Moi, j'ai évolué avec elles. Ça a été incroyable. Et après, je me suis fait certifier en plus en même temps qu'on a fait le mastermind et tout. Donc en fait, c'est avec le temps, mon âge en fait, je l'ai complètement oublié. Parce que je sais que quand j'étais petite, j'ai toujours eu un complexe par rapport à mon âge où j'ai toujours aimé être avec des personnes qui étaient plus âgées. Du coup, ça m'arrivait même de mentir par rapport à mon âge quand j'étais petite. Souvent, je me mettais 2 ans de plus. Jusqu'à la fin, en plus, je disais à maman, s'il te plaît, ne dis pas quel âge j'ai, etc. Enfin, j'ai toujours été très frustrée par rapport à mon âge parce que j'ai toujours voulu être avec les gens plus âgés et tout. Et donc, ça a toujours été quelque chose. Et c'est vrai que là, depuis quelque temps, j'ai pas, tu sais, mon âge, c'est plus quelque chose auquel je pense, quoi. Ouais. Bah, en fait, c'est-à-dire que quand t'es très jeune, l'écart, tu vois, même quelques années, ça paraît énorme, en fait. Et ça se lisse avec le temps. Alors, c'est marrant que tu partages cette anecdote parce que moi, c'est pareil depuis toute petite. Qu'est-ce que je m'ennuie avec les gens de mon âge. J'ai toujours été en contact avec, avec des personnes, même quand j'étais enfant, des adultes, parce que, en fait, je pense que ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que bah oui, en fait c'est pas l'âge. En fait l'âge, si tu évolues pas, que tu gaspilles ton temps de façon linéaire et que tu deviens pas une version plus évoluée de toi-même, bah finalement t'as beau avoir un âge avancé, t'es pas plus mature en fait. Alors que voilà, l'âge et la maturité ça n'a rien à voir. Et effectivement, quand t'es quelqu'un qui cherche à qui est curieuse, tu as cet esprit un peu de pionnière comme je disais tout à l'heure, bah t'as forcément envie de tu découvres tout le temps de nouvelles choses et finalement le temps qui passe il s'écoule pas de la même façon quand t'as ce mindset là que quand t'as un mindset de jamais te remettre en question et de faire comme t'as toujours fait, tu vois. Donc forcément que du coup t'as un décalage qui se crée avec le temps et que du coup les personnes avec lesquelles t'es en phase sont pas forcément des gens qui ont le même âge que toi et ça c'est vrai que je pense que ça nous fait aussi un point commun. Oui, je trouve que c'est dommage en fait de se baser sur un âge, tu vois. Ça veut rien dire. C'est comme il y a des personnes, tu vois, qui peuvent avoir 80 ans, 90 ans, qui vont justement être en mode, je vais pas me lancer dans le coaching parce que les gens, ils vont dire que je suis trop vieille. Tu vois. Exact, Donc, en fait, il y aura toujours un truc où peu importe ton âge. Oui, dans les deux sens. Dans les masterminds, je vois des femmes extraordinaires qui ont plus de 60 ans, qui se lancent sur les réseaux, qui font c'est sur le marché anglo-saxon, enfin c'est outre-Atlantique, mais des femmes incroyables, mais qui ont le fire, comme tu dis, je veux dire l'âge dans les deux sens, et même on parle de l'âge, mais en fait on pourrait parler de plein de choses en fait, de toutes les cases dans lesquelles on voudrait ou la société voudrait nous enfermer. En fait ça veut tellement rien dire. Et justement par rapport à ça, je trouve que ce qui te caractérise aussi, et moi j'adore parce que ça résonne. C'est vraiment ce côté un peu ovni, quoi. Tu vois, j'ai l'impression que on peut pas vraiment te mettre dans une case, tu vois. T'es à la fois dans toutes les cases, à la fois dans aucune case. Et comment tu te sers de ça, finalement, pour créer vraiment ton truc à toi et être cette pionnière dont tu parlais tout à l'heure? Je pense que, en fait, quand j'ai commencé, j'ai voulu suivre un peu les normes, tu vois. J'ai voulu faire les mêmes stratégies que les gens, être pareil que les gens, et parce que je comprenais pas forcément ce que c'était être leaduse ou tu vois, j'ai toujours eu ce côté leaduse, mais j'ai jamais je l'ai jamais genre vraiment embody, tu vois. C'était pas quelque chose qui était tu l'as pas incarné, voilà, en fait. c'était pas quelque chose où j'étais super au courant de ce genre de choses. Et donc du coup forcément quand tu débutes dans quelque chose, t'es toute nouvelle là-dedans et donc t'es un peu en mode je suis ce que le monde fait, ce que le monde fait. Et en fait ça me faisait chier. Encore une fois, à chaque fois que quelque chose me fait chier, c'est que c'est pas bon, tu vois. Je me dis,
Je sais pas, la stratégie de lancement, je t'avoue que moi j'aime bien parler de mes offres, pas attendre pendant 6 mois avant de reparler de mon offre. Je me suis dit avoir une offre et tout, bon j'ai bien kiffé le faire et tout, mais c'est vrai que je suis multi-passionnée, enfin je reste dans le même sujet, hein, mais par exemple dans le business, j'ai 30 000 façons de voir le business, j'ai 30 000 manières de voir les choses et de parler des choses. Tu vois, je peux parler de vente, je peux parler de communauté, je peux parler comment ça, de contenu Instagram ou de contenu tout court. Je peux te parler de mindset, je peux te parler dans le mindset même, tu peux parler de money mindset, de 30 000 trucs. Enfin, à un moment donné, il y a tellement de parties et de sous-parties que plus on se limite, plus en fait ça devient chiant. Et, euh, et donc en fait à chaque fois comme ça, il y avait des trucs que je trouvais qu'il n'y avait pas de cohérence, par exemple dans la manière dont les gens faisaient de l'argent. On parlait de tout le temps faire beaucoup d'argent au lieu de faire de l'argent de manière solide. Il y avait plein de trucs comme ça où j'étais en mode bon, je trouve que encore une fois, j'aimerais changer ma perception par rapport aux stratégies, par rapport aux limitations en fait que j'ai l'impression de me mettre, et je veux changer ma perception par rapport à ça et qu'est-ce qui existe d'autre, tu vois. Et c'est là où j'ai commencé à découvrir un monde où justement il n'y avait pas plus de code. Il n'y avait plus en fait tu dois faire ça pour réussir, etc. Tu dois être comme ça, tu dois faire comme si tu fais pas comme ça, si tu suis pas de bout en bout ce que je te dis, bah dans ce cas-là tu vas pas réussir et ça va pas marcher pour toi. Puis avoir des systèmes qui viennent un peu de leur cul, hein. Des fois ils te sortent des datas qui viennent de nulle part et qui te disent un peu en mode oui mais regarde, si t'as 100 personnes qui viennent dans ton live, et bah du coup il va y avoir 10 personnes qui vont acheter. J'étais un peu en mode mais ça vient d'où? Encore une fois, je ne comprends pas. et et donc du coup, ça a été encore un changement de perception de qu'est-ce que moi j'ai envie en fait. Est-ce que j'ai envie de le faire comme ça? Il y a des personnes qui ont envie de le faire comme ça et donc ça marche pour eux. Mais moi, la raison pour laquelle ça n'a pas marché ou autant marché pour moi, c'est parce que j'aimais pas ça. Et dès le moment où j'aime pas un truc, je sais que je vais pas m'y mettre à fond. Et même si je m'y mets à fond, en fait, ça va tellement m'épuiser que je vais toujours avoir des limites. Et donc, j'étais juste en mode, je suis quelqu'un où j'adore parler beaucoup, j'adore parler longtemps. Quand j'ai un sujet, en général, ça peut me durer 1 heure, tu vois. Ouais, tu vas deep, quoi. Je vais hyper deep dans ce que je dis et même par exemple là, parler de mon âge, ça aurait pu me prendre 5 minutes, ça m'a pris 10 minutes, 15 minutes, tu vois. Enfin, parce que j'aime bien élaborer, j'aime bien que les gens rentrent en fait dans ma tête et comprennent ma logique derrière en fait. Parce que j'ai une logique à moi et donc la manière dont moi aussi je voulais que mes clientes rentrent dans mon monde, je voulais qu'elles comprennent. J'en ai marre de qu'on suive des gens juste qui te disent tu dois faire ça pourquoi tu sais pas. Tu dois créer une communauté, pourquoi tu sais pas. Tu dois poster 3 fois par jour, pourquoi? Non mais pour l'algorithme, pourquoi? L'algorithme, pourquoi? Enfin, tu sais, c'est un truc où si tu comprends pas pourquoi derrière, il n'y a pas d'intention. Et s'il n'y a pas d'intention, il n'y a pas de sens. Et donc je me suis dit, c'est quoi en fait que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux parler? De quoi est-ce que tu veux parler? À qui est-ce que tu veux parler? Est-ce que tu veux vraiment parler à ce type de personne? Est-ce que tu veux parler à un autre type de personne? C'est quoi tes prix? Qu'est-ce que tu veux comme prix finalement, tu vois? Et à chaque fois, je me suis dit, je veux plus me limiter. Je me limite pas de quoi je parle, je me limite pas au type de personne que je veux attirer, etc. Peu importe mon âge, peu importe qui je suis, peu importe mes offres, peu importe je sais pas quoi. Moi, mon but, c'est de faire des offres de qualité, donc jouer des personnes qui sont de qualité aussi, tu vois. Peu importe non plus le nombre d'années, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui se braquent un peu par rapport à leur nombre d'années ou leur nombre de clients ou leur nombre de chiffre d'affaires et qui sont en mode, moi, j'augmente mes prix quand mon chiffre d'affaires sera à tant, je ferai un podcast quand ma communauté sera à tant. Tu vas toujours baser les choses par rapport aux chiffres, par rapport à quelque chose. Et en fait, c'est ça qui nous limite, tu vois. Ouais, c'est se remettre dans des cases, encore une fois. À chaque fois. Ouais. Et donc, je sais pas si ça répond vraiment à la question du coup, mais c'est juste que genre, j'ai arrêté de m'auto-censurer, en fait. J'ai arrêté de m'auto-censurer, de censurer ce que je voulais dire, de censurer qui je voulais être, etc. Je sais, quand j'ai commencé, je pensais que le coaching, c'est très carré. Tu devais être habillé très pro, que tu devais avoir un certain look, que tu devais être très lisse, que tu devais avoir l'air professionnel. D'où le fait que sur Threads, quand les gens disent ah bah là on peut ne plus être professionnel, moi ça me fait rire parce que sur Instagram, c'est pas que je suis pas professionnelle, mais ça veut dire quoi être professionnel, tu vois. Donc finalement, ça a toujours été un peu ce truc de
moi, j'ai mes propres définitions et j'emmerde les définitions des autres. Ouais, t'as cassé les codes, en fait, et tu t'es autorisé à juste être toi, sans, ouais, j'ai l'impression que t'as osé ne plus suivre les tendances, mais créer ta propre tendance, en fait. Et ça, moi, je l'ai senti, tu vois, dans ton énergie, quand tu m'as contacté, quand j'ai vu ce que et pourtant, ton compte est nouveau, finalement, t'avais très peu de contenu, etc. Mais tout de suite, moi, j'ai capté, tu vois, ce qu'il y avait derrière, ton essence, ton intention. Tout à l'heure, t'as parlé d'intention. Voilà, j'ai vraiment senti ça. Et bien sûr, parce que ça demande aussi du courage, ça demande de s'assumer, ça demande de sortir de toutes ces cases, de tous ces codes. Et tu vois, c'est marrant parce que tout à l'heure, avant l'épisode, j'ai regardé un petit peu ton human design, manifesting generator avec une autorité sacrale. Et en fait, voilà, pour ceux qui connaissent le human design, c'est vrai que c'est vraiment important quand tu as une autorité sacrale de suivre ce qui te fait plaisir, en fait. Et donc, si tu fais un truc juste parce qu'il faut le faire ou parce que, comme tu disais, on t'a dit, ah oui, il faut, voilà, faut publier X fois pour l'algorithme. Comment veux-tu que ça fonctionne, en fait, pour toi, ton business, en fait? Parce que il faut vraiment, voilà, enfin, et pour, j'ai un exemple, mais c'est pour, voilà, toutes les personnes, en fait, s'approprier aussi son fonctionnement pour, non pas juste copier-coller des stratégies qui soi-disant fonctionnent, qui sont très bateaux, basiques et qui sont loin de fonctionner sur tout le monde, mais juste trouver sa façon à soi, en fait, son art, son flow, tu vois. Moi, j'aime bien parler de flow. Voilà. Toi, ta jam, c'est les perceptions, moi, c'est le flow. Et voilà, en fait, comment tu trouves ton propre flow? Et voilà, donc du coup, bon, à ce moment-là, tu connaissais pas forcément l'human design, donc comme quoi, il n'y a pas besoin de connaître, de mentaliser ça. Mais en tout cas, tu as bien senti que quand tu faisais des trucs qui te faisaient plaisir, bah là, ça allait dans le bon sens, et que quand tu faisais des trucs qui te faisaient pas plaisir, comme tu n'avais plus d'énergie. Et en fait, ça, c'est un signal qu'il faut sentir, en fait. Il faut vraiment se faire confiance et se dire, et autre chose aussi, quand tu disais, tu l'as souvent dit, ce mot, ah ouais, non, mais ça me faisait chier. Et quelque part, ton émotion, elle t'a un peu l'idée, elle t'a montré le chemin, en fait. À chaque fois que tu faisais chier, tu disais, ok, bon, en fait, là, c'est pas ça, c'est pas le bon chemin. Tu vois, et comment, et comment, en fait, nos émotions, en fait, elles peuvent être des guides aussi pour te montrer le bon chemin, le chemin de toi, en fait, comment tu fonctionnes et ce qui est juste et vrai pour toi. Je suis passée de détester mes émotions à finalement, genre, les écouter et qu'elles me servent de guide, tu vois. Je suis passée à, je déteste toute émotion, je ne veux plus ressentir quoi que ce soit. Et en fait, je pense qu'il y a ça aussi, c'est que je sais qu'il y a certaines personnes, par exemple, qui peuvent être mal dans leur vie et sont en mode, moi, je veux plus ressentir. Avec les médicaments, j'ai plus ressenti et je me dis que c'est l'une des pires choses que tu puisses avoir de ta vie parce que, ok, tu ressens plus la douleur, etc. Et encore, mais par contre, la vache, tu ressens pas le bonheur, tu ressens rien du tout. Tu peux pas avancer avec une vie comme ça, en fait. Et donc, moi, aujourd'hui, j'ai une vision des émotions qui est très, genre, j'accepte mes émotions, venez, vous êtes les bienvenus ici, parce que je veux plus jamais que vous repartiez et je veux plus jamais que ça me laisser tomber, en fait. Quand t'écoutes pas, bah, ton corps, il va te faire écouter, tu vois. Et à un moment donné, ton corps, il va te dire, écoute, t'as voulu faire la meuf avec moi, pas m'écouter, voilà, tu vas être cloué au lit, tu vas bien voir, et là, tu vas bien m'écouter. Ouais, le corps a toujours raison. De toute façon, il a toujours le dernier mot. C'est ça. Ouais, et puis en plus, voilà, ce que tu dis là, c'est que t'as vraiment dépolarisé, en fait, ta vision de tes émotions. C'est-à-dire que tu vois plus ça comme négatif de ressentir même des émotions pas agréables, parce qu'en fait, déjà, ça te permet de te recadrer, en fait, le meilleur recadrage. Voilà, tu vois, de payer un coach parfois pour se recadrer, on peut déjà écouter ses émotions, c'est déjà le premier step. Bah oui, en plus, ça va ensemble. Et voilà, et après, voilà. Après, du coup, ça n'empêche pas un client qui ne ressent pas ses émotions, quoi. Mais ouais, et puis, tu vois, tu parlais des médicaments, je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu dis. Bah oui, quand tu es sous médicaments, tu sens plus les émotions, du coup c'est dommage, du coup tu deviens un peu vide de l'intérieur. C'est dur de guérir avec ça. Mais tu vois, sans parler de cet extrême-là, bah je trouve que dans la société, t'as tellement de gens aussi qui veulent, tu sais, qui sont mis un peu comme un couvercle sur leurs émotions et qui ressentent plus au côté. Ils sont nommes, ça m'est arrivé, ouais. Voilà, ils sont nommes, ouais, exactement. C'est-à-dire qu'ils ressentent plus à la fois le négatif, mais ils ressentent plus non plus le positif. Ils sont plus connectés à ce feu intérieur, cette joie, ce plaisir. Et en fait, ça, c'est tellement dommage. Et c'est le cerveau aussi qui est fait pour, quand il y a une situation qui peut te trigger, qui est déclencheur. Bah, en fait, t'as plusieurs manières. Moi, je sais qu'il y avait certaines situations où, même sans médicaments, ça shiftait direct. Et donc, du coup, j'avais aucune empathie, alors que c'est des choses que j'ai très souvent, tu vois, de l'empathie, de la résilience, c'est des choses que j'ai tout le temps. Mais dès que ton cerveau, il est en mode, ah, bah non, là, c'est mort. Il bloque, en là, fait. Il bloque. Il bloque comme l'information, quoi. Ça, c'est difficile. Et donc, je pense que
peu importe, même quand t'as peu d'énergie et tout, et quand t'es tout le temps dans un truc de peur, tu vois, d'où le fait que j'ai voulu changer mon marketing, que j'en avais marre du marketing de peur. Oh, c'est ça. Parce qu'à un moment donné, ça rend les gens bêtes, tu vois, c'est pas méchant, hein, mais c'est juste que ton cerveau, en fait, quand il a peur, il est bête. Il est pas fait pour prendre des décisions sages ou prendre des décisions qui sont intelligentes. Même une personne qui est supra intelligente, tu la mets devant une situation où son cerveau est en mode survie ou en mode peur, bah, perdre toute son intelligence pour que ça aille justement dans les trucs utiles dans ces moments-là, c'est-à-dire les bras, les jambes, pour courir vite, la circulation du sang, enfin, des choses comme ça, en fait. C'est une question de priorité. Donc, finalement, c'était me poser des questions, même en termes de mon cerveau, qu'est-ce qui fait le plus sens en termes de comment je vends, comment je fais mes offres, comment je travaille avec les gens, avec qui je travaille, en termes de mon système nerveux, comment est-ce que je veux qu'il soit, bah, moi, je veux qu'il soit calme, donc, ok, je veux pas travailler avec des personnes qui vont, en fait, passer leur temps à me prendre pour une débile, tu vois, ou des trucs comme ça, enfin, peu importe, à chaque fois, tu te dis, genre, comment est-ce que moi j'ai envie de me sentir finalement dans mon business, dans la manière dont je communique, dans la manière dont je vends, la manière dont je communique avec mes clientes, avec les gens qui peuvent avoir une difficulté, tu vois, les conversations difficiles, comment je veux aussi les percevoir. Et finalement, je pense que c'est ça, quand t'es pionnier, c'est difficile de rentrer dans un moule, et quand on te demande de rentrer dans un moule, genre de faire trouver une bio, tu vois, trouver une bio, trouver un client idéal, t'es en mode moi j'arrive pas, je suis overwhelmed, etc. Et du coup tu prends plus action. Alors que c'est là où justement, genre, quand tu te laisses, à un moment donné tu t'en fous. Je m'en fous de ma bio, je m'en fous des trucs comme ça, parce qu'à la fin de la journée, tu vois, genre l'énergie que t'as ressentie quand je t'ai envoyé un DM et que t'as vu mon profil, c'est pas en regardant ma bio que t'étais en mode oh putain, je ressens un truc quand je regarde sa bio, tu vois. Tu sais quoi, j'ai même pas regardé ta bio. Voilà, voilà, en fait. tu vois. Ah non mais c'est non mais ça résonne tellement ce que tu dis. Et puis tu vois, moi ce que je crois aussi, c'est que voilà, que ça rend, enfin ça rend bête les clients entre guillemets. En fait, moi comment je le formule, c'est que je trouve que ça, tu leur enlèves leur puissance. Oui, voilà, c'est ça. Tu leur enlèves leur puissance, et en fait du coup tu attires que des gens avec ce marketing de peur qui sont dans cette, qui sont désempuissancés. Donc après tu peux pas leur demander. Donc forcément tu vas devoir les materner, tu vas devoir, enfin forcément en termes de posture. Moi c'est vrai que j'ai une chance inouïe. Toutes les personnes que j'ai accompagnées depuis le début, et là encore une fois tu vois, ça rejoint ce que tu disais sur le fait que c'est pas une question de temps, c'est une question d'alignement. Depuis mes débuts, j'ai toujours attiré des personnes leaders dans leur vie, peu importe les espaces, hein, tu vois, j'accompagne dans différents espaces, que ce soit dans le corporate, des startups, des entrepreneurs, des artistes, là même des personnes dans le voilà, dans le sportif entre guillemets de haut niveau. Et en fait, à chaque fois, c'est des personnes qui sont dans leur puissance, tu vois. Et ça change tout. Du coup, t'as pas besoin voilà, d'attirer. Du moment que t'as les bonnes personnes, ça fait tellement une différence. Et donc, du coup, raison de plus de entre guillemets, de communiquer depuis un espace d'empuissancement, depuis un espace du cœur, plutôt que depuis un espace de peur et de voilà. C'est pour ça qu'on est là, c'est pour changer la perception que les gens ont par rapport au marketing. Et c'est pas forcément conscient, tu vois, quand tu utilises le marketing de peur. Moi, j'avais pas forcément conscience, tu vois, que pourquoi est-ce que finalement c'était pas forcément la meilleure des idées, tu vois. Parce que oui, ça vend. Donc oui, les gens l'ont utilisé parce que ça vend énormément, ça vend beaucoup. Et vu que l'industrie avant était basée sur la masse, c'est-à-dire avoir une tonne de personnes qui achètent en minimum de temps, forcément qu'il fallait faire peur aux gens pour qu'ils agissent rapidement. Au lieu d'attirer des personnes qui agissent rapidement, tout court, sans avoir besoin de peur. Depuis leur espèce de puissance. Donc finalement, en fait, c'est juste que c'était pas conscient. D'où le fait que quand nous, tu vois, moi aussi, j'ai investi par peur. Donc moi aussi, j'ai investi bêtement. Et après, c'est des investissements où finalement, tu te rends compte que là, ça me gonfle en fait d'avoir fait ça, etc. J'ai un peu le seum, tu vois, d'avoir investi, même si aujourd'hui, genre, je regrette rien dans ce que j'ai investi. Mais tu sais, ça m'est arrivé d'investir dans cet espace-là de peur et de rush, et que genre sur le moment, je suis surexcitée. Et en fait, moi, j'ai une vague, tu vois, j'ai des vagues, et donc forcément, quand je suis dans ma vague d'émotions hautes, je peux dire oui à tout, tu vois. Et donc, quand je prenais des décisions de cette manière, je prenais une décision rapidement, oui, mais ça n'empêche que je prenais une décision qui n'était pas rationnelle, ou qui n'était pas genre, qui venait pas en fait bon espace, quoi. d'un espace neutre, et qui en mode putain, c'est un full body yes, et finalement, une semaine après, t'es en mode, je regrette, je regrette, tu vois.
Oui, tout à fait. Mais tu vois, ça, c'est vraiment je pense qu'on en parle de plus en plus, mais le FOMO, quoi, le fear of missing out. Et en fait, oui, ça vient vraiment chercher les gens. Les gens ont peur de rater une opportunité. Et donc, du coup, voilà, on crée de l'urgence, on crée, voilà, une dépendance. Ouais. Et du coup, voilà. En tout cas, et ça, c'est pas fun, même pour toi, t'as pas envie d'avoir quelqu'un qui t'as pas envie lâche pas d'attirer la grappe, genre. Donc, oui, franchement, en tant qu'accompagnant, t'as pas envie d'attirer ce genre de personnes, en fait. T'as envie de, voilà. Mais tu vois, c'est marrant parce que tu disais que, enfin, moi, ça a jamais fonctionné sur moi, le marketing de la peur. En fait, vraiment, moi, ça me repousse. Moi, ça fait un effet repoussoir sur moi. C'est-à-dire que moi, si t'essaies de me faire ces stratégies-là, c'est sûr, jamais j'investirai chez toi, tu vois. Et c'est marrant parce que, c'est fou, tu vois, à quel point, enfin, moi, en tout cas, c'est vraiment une vraie sensibilité, à ça. Ça n'a jamais fonctionné, quoi. Moi, ça marchait au début parce que j'étais toute nouvelle et que c'était vraiment le truc, genre, c'est un peu quand ça a un nom en plus, le shiny object. L'objet brillant, où tu vois, en fait, de nouvelles stratégies à chaque fois parce que tu penses que c'est extérieur à toi et que du coup, vu que c'est extérieur à toi, en fait, il faut que tu trouves la nouvelle chose parce que la chose qui a pas marché, ce sera une nouvelle chose qui va la faire fonctionner. Ouais, et du coup, tu accumules les objets brillants et tu ne trouves jamais, et tu perds ton pouvoir personnel. Voilà. Et du coup, c'est un cercle, une spirale. Encore une fois, on en revient à la spirale négative. Exactement. Et voilà. Mais c'est vrai que c'est un vrai chemin. Tu vois, finalement, le point commun de tout ce qu'on a dit, parce qu'on a abordé quand même en bonne multipassionnée, multipotentielle, multidimensionnelle, arborescente. Exactement. OVNI, quoi. On a abordé plein de sujets qui certes sont connexes, mais à la fois partent aussi dans des horizons. Mais tu vois, le point commun, je trouve que c'est vraiment le point commun entre ton histoire que tu as partagée, entre le marketing, du marketing de peur au marketing de cœur, on pourrait dire, et sortir des cases, dépolariser un petit peu par rapport aux âges et à toutes les étiquettes qu'on peut se mettre. Finalement, le lien, c'est ce chemin, cette voie initiatique presque de retour à sa puissance personnelle, en fait. Finalement, le point commun, c'est ça, c'est-à-dire que dans tout ce toute notre conversation, finalement, le lien, il est là. Et tu vois, c'est marrant parce qu'encore une fois, ton human design, t'es un profil 5-1, donc on a le même profil toutes les deux. Et tu parlais de leadership, je pense que je pense que ça vient de là aussi. Peut-être que tout le monde n'a pas cette quête de retour à sa puissance personnelle et à ce leadership. Mais en tout cas, je pense que c'est vraiment important aussi pour toi, peut-être par ton human design. C'est vraiment dans ton ADN, en fait. Ouais. Et donc, du coup, je pense que ça va très bien avec l'archétype du pionnier, en fait, de la pionnière. Et voilà. Et du coup, c'est très chouette de pouvoir partager ton expérience comme tu l'as fait. Ce retour à la maison, quoi, à ton leadership. Et c'est tellement, En tout cas, j'ai pas de doute que ça pourra inspirer pas mal de personnes là-dessus. Avec quoi tu as envie de clôturer cette conversation ensemble? C'est vrai qu'on s'est dit beaucoup de choses. On a dit des choses. Je pense que, en fait, en général, les trucs hyper bateaux, c'est les trucs qui sont importants, tu vois. Et du coup, on les écoute et on est en mode, oui, mais ça, je l'ai déjà entendu. Et je pense que le truc que j'ai envie de partager, c'est que si on part du principe à chaque fois qu'on écoute quelqu'un qu'on l'a déjà entendu et que du coup c'est pas aussi important et que je peux me passer de ça, c'est que on se limite aussi à découvrir de nouvelles choses et de nouveaux horizons. Et moi, à chaque fois que je me suis dit, ouais, je l'ai déjà entendu cette chose-là, et je me suis dit, mais tu sais quoi, je vais quand même réécouter cette chose-là, ou je vais quand même, continuer d'écouter, j'ai eu un changement de perspective sur cette nouvelle chose, parce qu'on a toujours, en fait, plus on évolue, plus on aura les mêmes choses, en fait, qui vont revenir, mais juste sous différents aspects. Tu vois, que ce soit au début, t'as peur de ton prix, et finalement, maintenant, t'as plus peur de ton prix, et puis après, quand tu augmentes ton prix, en fait, tu recommences à avoir peur de ton prix. Ça peut être, peu importe dans quel aspect de ta vie, tu vois, mais on aura toujours des choses qui vont revenir, et donc je pense que les sujets, c'est toujours bien de les revoir et de les réentendre, parce que on aura toujours une perception des choses qui va avoir changé avec le temps, avec les choses qu'on a mises en place. Et donc je pense que c'est vraiment rester ouvert, mais surtout s'écouter
s'écouter énormément et arrêter de voir le monde comme un truc qui est bien ou mal ou positif ou négatif et voir que les choses négatives ne sont forcément que des choses qui ne nous servent pas. Il y a des choses qui sont négatives mais qui nous servent énormément, tout comme il y a des choses qui sont positives et qui ne nous servent pas non plus. Voilà, c'est sympa à expérimenter, mais elles ne nous ont pas servi non plus. Donc c'est juste voir les choses à chaque fois, se poser la question de finalement comment est-ce que moi j'aimerais le voir. Ouais. C'est quoi la perception que j'aimerais avoir de cette chose-là qui m'aiderait vraiment et qui me ferait me sentir vraiment excitée ou bien ou tu vois, peu importe l'émotion que tu as envie de ressentir. Ou même, des fois, ça peut être, j'ai envie de ressentir ma tristesse, ok, tu vois, peu importe. Et quand, en fait, tu te laisses aller comme ça, bah, tu t'en fiches finalement de ce que les gens vont te dire et ce que les gens vont faire et t'es juste, en fait, you do you, tu vois, genre, sois toi-même, fais des choses que toi t'as envie de faire. Les gens, ils auront toujours des trucs à te dire. Ah, t'es jeune, on va te dire, oh, t'es trop jeune, t'es vieux, oh, bah, t'es trop vieux, t'es au milieu, ah oui, mais on dirait toujours un truc. À un moment donné, fais ce que tu veux. Tu vends trop, tu vends pas assez, tu vends pas assez. Enfin, il y aura toujours, il y a jamais quelque chose à redire, de toute façon. Voilà, le juste milieu pour toi, c'est pas le juste milieu pour les gens. On peut pas plaire à tout le monde. Il faut s'amuser, tu vois. Pourquoi? Moi, je pars du principe que je veux faire un business où je m'amuse de fou, genre. Si je m'amuse pas, c'est pour avoir des résultats, mais finalement, me faire chier, ça sert à rien. Voilà. Ouais. Je pense que c'est un bon moyen de clôturer, un peu, ouais, c'est ça, en fait, sortir de subir et de vraiment, choisir avec intentionnalité la vie que t'as envie de créer, en fait. C'est quoi, tu vois, mon entreprise s'appelle l'art de vivre, et moi, j'aime bien poser cette question, tu vois, c'est quoi ton art de vivre? C'est quoi que tu as envie de vivre sur cette planète, tu vois, cette expérience de vie, qu'est-ce que tu as envie d'en faire? Voilà, on nous a donné la vie à la naissance, voilà, on a un temps limité. Voilà, soyons intentionnels, choisissons de comment on a envie de vivre cette expérience en fait, qui nous correspond. Et tu vois, voilà, comme tu disais, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon, c'est juste qu'est-ce qui est juste, et ça peut changer aussi. Il y a deux choses que j'ai envie de te partager encore. Désolée, c'est tellement inspirant, ça me donne plein d'idées. Tu disais que du coup, effectivement, que voilà, que des fois on a l'impression d'entendre et de rentendre les choses, mais qu'effectivement, je suis tout à fait en phase avec toi, que des fois, au moment où on va entendre la chose, on va être peut-être prêt ou prête à accueillir ça, et on va peut-être avoir un état de conscience différent, et donc le recevoir d'une façon différente. Tu vois, par exemple, le livre L'Alchimiste de Paulo Coelho, je sais pas si tu connais, je l'ai lu, je sais pas combien de fois, et à chaque fois que je le lis, j'ai des downloads différents, j'ai des prises de conscience, des perceptions, et pourtant c'est le même livre, mais comme en fait on est un être fluctuant, changeant, bah nous on change, donc du coup ça change l'équation, et donc du coup forcément que l'expérience et ce qu'on va en faire va être différente. Voilà, du coup est-ce que toi t'as peut-être soit un mantra, soit un livre, soit peu importe, enfin ça peut être même une musique, tu vois, quel support t'aimerais partager avec les auditeurs, auditrices, là, qui pourraient vraiment les inspirer. Ça tombe bien qu'on soit chez moi, parce qu'à chaque fois, j'oublie le nom de ce livre. Pourtant, c'est un livre très important. Comme quoi, ça sert de faire des podcasts in situ. Ça s'appelle Les profils émotionnels. De Richard Davidson. Ok. C'est l'un des livres qui a beaucoup changé ma manière de voir les émotions, justement. C'est un livre qui parle vraiment de la polarité des choses et des différents profils émotionnels finalement, et pourquoi est-ce que être dans un extrême c'est pas bien, enfin ça ne nous sert pas. Disons que être trop positif c'est pas forcément trop cool, et être trop négatif c'est pas trop cool non plus. Et donc en fait je trouve que ce livre il est hyper bien fait dans la manière dont ça présente. Bon, par contre, c'est assez scientifique, hein. Il parle pas mal de trucs scientifiques et tout, mais il y a des moments où il n'en parle pas trop, donc pour ceux qui sont moins scientifiques, ne vous inquiétez pas, vous comprendrez. Mais du coup, ouais, j'ai bien aimé, parce que du moment où j'aime bien comprendre mon cerveau, comment mes émotions elles marchent, comment est-ce que justement, où est-ce que je me situe. Il y a j'aime bien les livres où ils vont vraiment en profondeur dans les choses, ils parlent de différentes études qu'ils ont fait. Mais surtout aussi, il y a des petits tests, voilà, pour un peu tester nos habilités, nos profils émotionnels, voir notre archétype et tout. Donc ça, j'ai vraiment bien aimé. Je trouve que c'est l'un des livres que je recommanderais. Super.
Écoute, on arrive au mot de la fin. Moi, j'avais envie vraiment de partager cette citation, ce mantra que moi j'aime beaucoup et je trouve qui est bien révélateur de tout ce qu'on vient de se dire en fait. Que les gens intelligents apprennent toujours de tout le monde tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait chaque opportunité, chaque rencontre, tu vois, on parlait de l'âge, on parlait de plein de cases dans lesquelles on pourrait se mettre. Et en fait, la vraie intelligence, selon moi, c'est vraiment... donc cette phrase n'est pas de moi, mais du coup, je suis vraiment en phase avec ça. Je pense vraiment qu'on peut vraiment tellement apprendre de tout le monde, en toutes circonstances, voilà, peu importe où en est la personne dans son cheminement, voilà. Et c'est pour ça que le pouvoir des connexions est tellement impressionnant et tellement puissant. Voilà, donc si tu as envie de conclure avec une phrase, je t'invite à trouver la tienne. Si ça vous fait chier, c'est que c'est pas pour vous. J'adore. Ah ouais, non, mais ce mot est ressorti tout le long, mais c'est tellement, il est tellement, tu vois, il vient de tes tripes, j'ai l'impression, tu vois. Ouais. C'est un peu ton guide, tu vois. Pourtant, je n'ai jamais dit cette phrase, mais sur le moment, j'avais juste envie de le dire et j'étais en mode, ouais, ça te fait chier, en fait, c'est que ne le fais pas pour toi, genre. Ça. Ouais, merci en tout cas, Kaina, pour, merci à toi. Déjà de ton accueil, puisque du coup, voilà, tu m'as accueilli avec un très bon thé, voilà, avec un magnifique service chez toi à Paris, et c'est vraiment un grand plaisir de connecter avec toi in real life et de faire cet épisode. Donc merci beaucoup. Je te dis à bientôt. À bientôt et merci beaucoup du coup de m'avoir reçu. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à partager votre enthousiasme tout autour de vous en partageant cet épisode et le podcast 360 degrés. Vous pouvez aussi noter ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous remercie par avance pour ce joli coup de pouce pour mettre la visibilité du podcast en avant. Et à bientôt pour de nouveaux épisodes.